Tous les autistes présentent des anomalies dans une zone du cerveau, le sillon temporal supérieur, identifiée en l'an 2000 par le docteur Monica Zibovicius. En France, la psychiatrie, qui est très largement dominée par la psychanalyse, ignore résolument ces découvertes. Pour les psychanalystes, l'autisme est une psychose, autrement dit un trouble psychique majeur, résultant d'une mauvaise relation maternelle. Je pense que l'autisme, c'est un mode de réaction du sujet qui est évidemment très tôt dans son histoire logique, si je puis dire. C'est quand même qu'au fond, en réponse à ce qui vient d'envahissement du monde et de l'autre, il se ferme. Il se ferme, il se met dans une bulle et il refuse, au fond, d'entrer dans les mécanismes de la parole, mais encore que certains autistes parlent, n'est-ce pas? Donc c'est plus que de la parole, dans les mécanismes subjectifs. C'est-à-dire parler d'accord, mais sans y être impliqué. Est-ce que vous faites une distinction structurale entre la psychose et l'autisme? Non. Pour ma part, non. Les autistes sont psychotiques? Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, au fond, l'autisme est une situation extrême de quelque chose qui est dans le cadre de l'ensemble des psychoses. La distinction structurale qu'on peut faire entre l'autisme d'une part et la psychose de l'enfant d'autre part, qui est véritable sur le plan de la description et de la structure sous-jacente, en fait ne résiste pas à une analyse dans la continuité entre cette première structure et la deuxième. Et il me semble qu'il y a des passages entre la structure autistique et la structure psychotique et la structure disharmonique. Maintenant, si on dit ça, on fâche beaucoup les associations de parents d'enfants autistes qui pensent qu'il n'y a rien à voir entre les autistes et les psychotiques. À mon avis, c'est une erreur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est le crocodile. Voilà le crocodile. Alors, le crocodile, il nous indique tout de suite de quoi il s'agit. Il joue avec. Quand ils mettent la main dedans, je suis inquiète. Ou un objet dedans, je suis inquiète. Quand ils se mettent dessus et quand ils tapent dessus, je suis rassurée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le crocodile? Qu'est-ce que ça veut dire le crocodile? Le crocodile, c'est le ventre de la mer. Ah. Les dents de la mer. C'est ce que Lacan appelait la mère crocodile. Oui, alors tout le but de notre travail, c'est de lui interdire de manger. Voilà. De manger l'enfant. Voilà. Voilà. Et alors l'enfant, quand il commence à sortir de ça, alors là, il met parfois sa main, hein, parfois il met une figurine dedans. Et ce crayon, il représente quoi? Ben, ça, c'est... Voilà, tu ne peux plus. C'est le phallus paternel. Voilà, tu ne peux plus. C'est la loi du père. Oui. Qui barre l'enfant à sa mère. Voilà. Et qui lui interdit à la mère de détruire l'enfant. Voilà, et de le dévorer. Est-ce que ça concerne aussi les autistes? Ben oui. Oui, les autistes, c'est une question de stade. Voyons, on prend les enfants à un stade. Parfois, les autistes, c'est eux qui, souvent, ils nous mettent l'enfant là-dedans. Ils se mettent là-dedans. Là, on est assez inquiet. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis autiste de 80%. Et mon problème, c'est que j'ai des troubles de comportement de temps en temps. J'ai essayé d'en faire le moins possible. Mes deux frères s'appellent Julien et Gabriel. Un qui est hyperactif, Julien. Il a des troubles de comportement comme moi. Il fait des crises. Et Gabriel qui est fou. Et Julien qui va m'embêter. Ah, Julien! Et ils font ça. Ils arrêtent pas de me faire tomber. Ah! Ils arrêtent pas de me taper. Vous pouvez nous présenter Julien? Le grand Julien? Grand Julien, c'est un frère qui est autiste, comme moi, mais qui ne parle pas. C'est pas mon frère. C'est le frère de Florian. Julien, il parle pas. Au secours! Par rapport à aussi bien la psychose que l'autisme, il y a une explication qui est traditionnellement utilisée, c'est qu'une dépression maternelle pendant la grossesse ou dans les premiers mois de la vie aurait altéré la relation mère-enfant et pourrait être responsable de ces troubles graves.
Alors, c'est ce que des collègues sérieux nous disent. Par conséquent, moi, je les écoute. Ça peut être le cas. Vous comprenez bien, quand l'enfant arrive, qu'il arrive dans les conditions où l'autre, son premier autre, la mère, est très déprimée, c'est-à-dire va être absente à lui, va être dans un autre regard sur lui, dans un autre type d'accroche sur lui, que ça puisse à l'occasion faire que cet enfant choisit plutôt de se retirer. Parfois, quand la mère est déprimée, in utero, enfin pendant qu'elle est enceinte ou à la naissance, ça peut parfois, l'enfant peut être autiste. Oula, on en a vu plusieurs. Hein. Je me souviens, c'est quand j'étais en hôpital de jour, hein, que je les ai surtout vus. J'ai vu des choses massives, des vides massifs, des troubles. J'ai vu des mères abandonnées. J'ai vu, à chaque autiste, il y avait une cause, si j'ose dire, différente. J'ai vu pas mal de mères abandonnées en fin de grossesse. Et l'enfant, les mères dépressives aussi. Les mères dans le baby blues après, abandonnées en fin de grossesse, qui font un baby blues après l'accouchement, qui sont elles-mêmes dans le vide et qui mettent l'enfant dans le vide relationnel. Par exemple, une grande carence. Par exemple, une maman qui, pour des raisons de dépression, ne s'occupe absolument pas de son enfant, reste muette devant lui, figée, alors que l'enfant est là en train de s'accrocher à elle, de chercher des contacts, etc. Ça peut, si ça dure longtemps dans l'enfance, avoir des conséquences chez le jeune adulte qui va rester très froid, très inhibé sur le plan affectif, parce que quand il était petit, il a eu le malheur d'avoir une maman très froide, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une plus grande incidence des cas de psychose ou d'autisme dans les pays en guerre, dans les favelas de Rio, dans toutes ces circonstances où les mères ont bonne raison d'être déprimées? Je ne suis pas au courant. Je n'arriverai pas à répondre. Je peux te dire que ce que je vis au cabinet, vous voyez. Là, il fume. Il adore faire de la fumée, donc il aime beaucoup être dehors. Donc là, c'est la période de l'année qu'il aime le moins parce que, évidemment, il ne peut pas sortir. Et va manger. Et sinon, c'est vrai qu'il ne sait pas s'occuper tout seul. Il sait se promener, manger, bouger beaucoup, faire du... Alors à l'IME, il fait du vélo. Mais ici, bon, je ne peux pas l'emmener parce qu'il sait pédaler, mais il ne sait pas en fait freiner et regarder devant. Donc c'est un petit peu comme ça, donc ce serait risqué. Il fait du roller aussi, mais selon le revêtement, il faut que ce soit très lisse, donc c'est souvent sale. Curieusement, pour justifier de la toxicité maternelle à l'égard de l'enfant, les psychanalystes n'hésitent pas à recourir à la biologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une dépression maternelle puisse rendre un enfant autiste? Et commencer par in utero. Donc d'abord, in utero, il se passe déjà des choses. Hein, je ne suis pas spécialiste de l'in utero, mais il se passe des choses in utero. L'enfant bouge, les mères en parlent, les mères lui parlent, les enfants réagissent à un certain nombre de stimuli. En effet, qu'est-ce que les enfants savent du lien à l'autre in utero? Ça ne passe pas complètement par le langage, mais ça passe par tout l'environnement des sons corporels. Et au fond, est-ce qu'une mère déprimée, quand l'enfant est là in utero, l'enfant en ressent quelque chose? Ça, je suis parfaitement incapable de vous le dire, n'est-ce pas? Mais en soi, moi, ça ne me paraît pas une étrangeté que de le penser. Eh bien, la plupart du temps, le symptôme de l'enfant n'est ni plus ni moins que le symptôme qui lui est imparti d'avoir par l'inconscient maternel principalement. Parce que les enfants sont dans une relation très perméable dans leur communication avec leur mère. La gestation conditionne littéralement un enfant et le formate et vraiment lui donne quelque chose qui est entièrement fabriqué sur le corps, sur ce qui vient du corps de sa mère. Ça fragilise le terrain, c'est-à-dire que ça met l'enfant dans un état où justement sa résistance est altérée par les conditions qui lui sont faites et de son environnement. Parce que le bébé, il a une partie
La moitié de ces gènes, de ces chromosomes viennent de la mère, la moitié du père. Donc il y a une partie qui est comme la mère, celle-là elle ne pose pas de problème. Mais il y a une partie qui est comme le père et qui pose immédiatement un problème. Et d'ailleurs, dès que le bébé est conçu, l'organisme maternel va immédiatement sécréter une vague d'anticorps très forte pour expulser ce bébé qui est à demi étranger pour le corps de la mère. C'est un petit peu triste à dire si on veut le dire comme ça, mais finalement la première chose que biologiquement la mère ne supporte pas chez son bébé, c'est la partie qui vient du père. Alors ce qui est anthropologique là-dedans, c'est le double non. Non, je ne reconnais pas ce bébé, je veux l'éjecter, mais tout de suite un non au non. Ce qu'on va retrouver dans le langage, il y a toute une question intéressante là, et dans le langage on va retrouver aussi des doubles négations de ce type-là. On a ça au niveau de la biologie.